cette vidéo, on va parler des modèles corpusculaires et ondulatoires de la lumière et de tous les petits pièges dans lesquels il ne faut pas tomber pour l'évaluation. C'est parti. Pour commencer, il faut savoir que la lumière est une onde. Oui, une onde, mais pas n'importe laquelle. C'est une onde électromagnétique, c'est-à-dire qu'elle fait partie du domaine des ondes électromagnétiques que vous pouvez retenir grâce à cette frise chronologique ici, ou alors grâce à cette petite chanson. J'espère qu'elle est bien restée dans la tête celle-ci. En tout cas, il faut savoir que le domaine du visible, ça n'occupe qu'une toute petite, infime partie de ce domaine des ondes électromagnétiques. C'est uniquement compris entre 400 et 800 nanomètres. Et oui, le visible est coincé entre les ultraviolets et les infrarouges. Il faut savoir aussi que ces ondes électromagnétiques, elles se déplacent à la vitesse de la lumière. La vitesse c égale 3 10 8 mètres par seconde dans le vide, même dans l'air. On vient de parler de célérité. La célérité, c'est la vitesse. Par définition, la vitesse, c'est une distance divisée par un temps. Quand on parle des ondes, en fait, on s'intéresse plus particulièrement à ce qu'on appelle la longueur d'onde. Qu'est-ce que c'est que la longueur d'onde? Ça sera la distance parcourue par l'onde pendant une période grand T. Ça nous amène donc à dissocier deux types de périodes. On a ce qu'on appelle la périodicité spatiale, c'est la longueur d'onde lambda, et la périodicité temporelle, c'est la grandeur grand T. En réalité, on a dit donc que c'était la distance sur le temps. Si je l'adapte ici, ça veut dire que ça va être la longueur d'onde divisée par la période grand T. Ainsi, on aura C, la célérité, égale lambda divisé par T. Regarde au niveau des unités parce que c'est là le piège, c'est qu'il faut convertir dans la bonne unité. Les longueurs d'onde, elles sont toujours exprimées en mètres dans les formules. Donc, si vous avez des millimètres, ça fait 10 puissance moins 3 mètres. Si on a des micromètres, il faut penser à multiplier par 10 puissance moins 6. Si ce sont des nanomètres, il faut multiplier par 10 puissance moins 9 pour mettre en mètres. Concernant la période, elle est souvent en millisecondes. Dans ce cas-là, il faudra multiplier par 10 puissance moins 3 pour la mettre en secondes. Si elle est en microsecondes, il faut le multiplier par 10 puissance moins 6. On définit également la fréquence. Alors la fréquence, lorsqu'on parle de la lumière, on la note pas avec la lettre F. Ça, c'est pour les ondes mécaniques. On la note parfois, elle se note avec la lettre nu. La lettre grecque nu, un espèce de V arrondi. Et c'est donc 1 sur la période. Donc fréquence égale 1 sur T. Ce qui fait que la formule C égale lambda sur T se transforme en lambda fois F. Donc voici la deuxième formule que tu peux retenir. La fréquence, elle est exprimée en hertz et les hertz, ça modélise en fait le nombre d'oscillations de ton onde en une seconde. Deuxième partie, en fait, le deuxième visage de la lumière, c'est le visage corpusculaire. En fait, la lumière, c'est aussi une particule. C'est Max Planck qui, le premier, a introduit le concept de quantum d'énergie qui est en fait à l'origine de la mécanique quantique. Dans ce modèle corpusculaire, une radiation de fréquence nue correspond à un ensemble de particules qu'on appelle des photons et qui chacun transporte un petit quantum d'énergie, comme ils sont bien braves, d'énergie qu'on peut définir par la relation E égale H nu. H, c'est la constante de Planck, vous l'aurez compris. H nu et nu la fréquence en Hertz. E, c'est donc l'énergie d'un photon en joules. Dans les exercices ici, on va utiliser des électronvolts. Les électronvolts, c'est une unité d'énergie. La valeur n'est pas à connaître par cœur. Un électronvolt égale 1,6 10 puissance moins 19 joules. Donc, quand vous appliquez la formule E égale H nu, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est absolument convertir en joules. Donc, si vous avez une valeur en électronvolt, pour la convertir en joules, il faut multiplier par 1,6 10 puissance moins 19. Ne vous faites pas avoir, ces petits pièges des débutants. On passe maintenant à la dernière partie de cette leçon, c'est l'interaction entre la lumière et la matière. C'est Niels Bohr qui a établi le fait que les électrons se répartissaient sur des couches électroniques autour du noyau de l'atome. Il faut savoir que chacune de ces couches possède une certaine valeur en termes d'énergie. Et les électrons vont pouvoir aller d'une couche à l'autre, mais sous certaines conditions. On va commencer par essayer d'expliquer ce qu'on appelle un spectre d'absorption. Ça se passe par exemple dans l'atmosphère d'une étoile. On a pour commencer de la lumière blanche qui va traverser une atmosphère gazeuse
Et au bout du compte, on va observer ce type de spectre, un spectre d'absorption, c'est-à-dire un fond continu sur lequel il y a des radiations noires. Comment expliquer le fait que certaines radiations ont été absorbées? Eh bien ça, c'est dû aux électrons. Lorsque l'électron reçoit de l'énergie, eh bien si cette différence d'énergie, ce gap, cette marche correspond à exactement la différence entre deux niveaux d'énergie, l'électron va passer à un état, on dit un état excité. C'est ce qu'on appelle une absorption. L'électron est donc capable d'absorber la radiation H nu qui correspond à exactement la différence entre deux niveaux d'énergie. Donc c'est pour ça qu'on écrira delta E, on prendra uniquement la valeur absolue, la différence entre deux états d'énergie est égale à H nu ou HC sur lambda. Ça va nous permettre de savoir exactement quelle est la longueur d'onde qui aura été absorbée. Vous voyez que dans le spectre d'absorption, il y a plusieurs raies noires, ça correspond à plusieurs radiations qui ont été absorbées, ce qui veut dire que l'électron en question, lui, il est passé de l'état fondamental à un autre niveau excité, ça peut être le niveau 2, le niveau E1 au niveau E3. En fait, il faut après faire les calculs puisque pour connaître le lambda, il faudra faire delta E égale HC sur lambda, lambda égale HC sur delta E. La deuxième explication qui va pouvoir être très intéressante là-dessus, c'est l'explication en termes de spectre de raies d'émission. Lorsqu'on a un gaz qui est sous pression, ça signifie que des électrons ne sont plus à l'état fondamental, ils sont passés à l'état excité, c'est-à-dire qu'ils occupent des niveaux d'énergie élevés. Ces électrons dans les états excités n'aspirent qu'à une chose, à revenir à un état plus stable, à être dans leur état fondamental. Pour cela, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont descendre d'une marche, voire deux, voire trois, ça dépend. Mais en tout cas, à chaque fois qu'ils descendent, il va y avoir une émission et une émission de photons qui correspondra à une longueur d'onde lambda, qui correspondra à exactement la différence entre les deux états d'énergie. Si je te récapitule tout ça, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que lorsqu'un électron capte une radiation qui correspond à exactement une marche ou deux marches ou trois marches dans son spectre, dans ce cas-là, on va pouvoir absorber l'énergie. Si vous en donnez plus d'énergie, ça ne marchera pas. Il faut que ce gap corresponde exactement à la différence des deux niveaux. Sinon, ça ne marche pas. L'électron, il restera dans l'état fondamental. Et quand je suis dans l'état excité, dans ce cas-là, la deuxième partie, c'est quoi? C'est quand on est dans un état excité, l'électron va essayer de revenir dans son état fondamental ou revenir dans un état plus stable. Et dans ce cas-là, il va émettre une radiation qui correspondra à une différence d'énergie delta E égale HC sur lambda. Dans la formule delta E égale HC sur lambda, je vois bien que delta E et lambda sont inversement proportionnels. Ça veut dire que si jamais sur ton graphique, tu as un grand écart entre deux énergies, eh bien ça voudra dire que ton lambda sera très petit. Par contre, si tu as un faible gap d'énergie, ça voudra dire que ton lambda sera grand. Et voilà, tu connais maintenant les formules de ce chapitre, les pièges à éviter au niveau des conversions, électron-volt en joules.